Je tiens à remercier les organisatrices et les organisateurs de ce colloque de l'invitation si flatteuse qu'elles m'ont fait de prononcer quelques mots de clôture. Je leur en sais gré également, comme Dieter Boschung, de ne m'avoir pas confié la tâche ardue de faire la synthèse des communications si intéressantes, si érudites, mais aussi si diverses, que vous avez faites et que nous avons entendues ces 3 jours durant, tâche qui aurait certainement dépassé mes modestes compétences. Je tiens aussi à remercier les collègues et les membres du public qui sont là, résistant aussi aux tentations d'une belle journée ensoleillée, ce qui n'est pas si fréquent à Paris. En lieu et place de cette synthèse impossible, j'essaie de prendre un peu de recul pour livrer quelques réflexions à un niveau plus général sur les rapports complexes entre ce qu'on pourrait appeler, non déplaise à Edem Eldem, le collectionnisme et l'archéologie, discipline qui, à partir d'à peu près la même époque que celle qui a fait l'objet de nos débats, s'est donné la responsabilité morale et, dans plusieurs cas légale, d'assurer la sauvegarde des vestiges du passé. Je reprends ainsi quelques fils de l'intervention d'Edem Eldem, sans pour autant vouloir, alors qu'il est, jouer le rôle de rabat-joie, parce que je ne suis pas sûr de pouvoir le faire avec son élégance et humour. Bon, alors, le sujet de ce colloque fascine depuis longtemps. En témoigne un colloque qui a eu lieu à Montpellier en 1988, dont les actes ont été publiés en 1992 sous le titre « L'Antiquomanie, la collection d'antiquités au XVIIIe et XIXe siècle ». On y trouve, par exemple, un article fondateur d'Annie Verbank-Pierrard sur Raoul Varroquet, et une des rubriques de ce recueil figure également parmi celles du présent colloque de la collection au musée. L'un des directeurs des actes, Christophe Pomian, a le statut de grand pionnier dans l'histoire des musées et collections, et c'est par l'un de ses concepts marquants, un des concepts marquants de son œuvre, l'objet comme sémiophore, que je souhaite commencer. Un sémiophore est simplement un objet dont le but unique est de signifier, et ainsi de mettre en rapport les mondes visibles et invisibles. D'après Christophe Pomian, les antiquités représentent une catégorie nouvelle de sémiophores dès la Renaissance. On peut bien sûr remonter dans le temps. Quand, pour le citer, les déchets se transforment en des sémiophores. Et Pomian de poursuivre, et je cite, « C'est une nouvelle classe de sémiophores composée de ce qu'on étudie, et c'est aussi un nouveau groupe social qui est le vecteur de l'intérêt porté à cette catégorie, c'est-à-dire les humanistes. » Fin de citation. L'humanisme s'accompagne bien entendu de la formation de collections d'antiquités et donc de l'antiquarisme. Les frontières entre l'antiquarisme et l'archéologie scientifique sont, comme Alain Schnapp l'a si bien montré, floues. Mais on peut situer la naissance de l'archéologie moderne, à l'instar de tant d'autres sciences humaines, dans le premier XIXe siècle. Il semblerait donc évident que les objets provenant de fouilles deviennent des sémiophores, dans le sens où ils font le lien entre ces différents domaines qui sont, d'une part, le monde visible du présent, d'où nous contemplons l'objet, et d'autre part, celui invisible que ces objets nous permettent de reconstruire. Pourtant, cet acte de reconstitution est tout sauf évident. Au sein de l'archéologie contemporaine, il découle de nombreux procédés de mise en regard, à commencer par les fouilles elles-mêmes. Comme nous verrons, puisque les archéologues mettent l'accent sur la méthode,
les fonctions sémiophoriques des objets deviennent secondaires. Christophe Pommian considère les musées comme garants de l'existence d'une communauté. Il parle successivement de société et de nation. Je cite, « Si l'on attribue une valeur prééminente à des objets qui viennent du passé, d'autres sociétés ou de la nature, on justifie, ce faisant, l'activité de ceux qui s'occupent de rechercher de tels objets, de les amasser, de les conserver et de les étudier. » Mais ce n'est pas si simple, car les activités ainsi exposées, rechercher, amasser, conserver et étudier, nous l'avons vu dans grand nombre des cas traités tout le long de ces 3 journées passées ensemble, sont distinctes. Et même au sein d'un même musée, donnent lieu à des opérations et des protocoles variés pour différents sous-ensembles. Alors, mon exposé est en 3 parties. Voilà. Dans nombre de musées d'archéologie ou dans d'expositions permanentes archéologiques, dans les musées d'une portée plus large ou thématique, par exemple un musée d'histoire locale qui recouvre toutes les époques, de la préhistoire à nos jours, le visiteur remarquera des installations consacrées à l'histoire de l'archéologie elle-même, ou peut-être de ce qui est censé être son actualité, la présente de l'archéologie. S'y trouve tout un appareillage des techniques de l'archéologie, des outils de travail, des plus rudimentaires aux plus avancés, des informations, des laboratoires et parfois même des vidéos nous montrant des explications des experts. Sans oublier les petites pancartes pédagogiques à l'intention des enfants. Il ne faut pas s'y méprendre. Les 2 musées exposent aussi des objets remarquables provenant des fouilles. Ici, à Marseille, les épaves de bateaux antiques, les seuls de ce type de servitude portuaire qu'on connaît. 4 ont été découverts au-dessus de la place Jules Verne à Marseille. Les musées semblent toutefois vouloir nous introduire au cœur même de leur travail, dans leur laboratoire, comme fait le musée archéologique rattaché à l'université d'Amsterdam. L'inspiration provient sans doute des musées de sciences qui, eux, se préoccupent particulièrement des procédures scientifiques. Ici, dans le Montana, notre Far West, dans un musée connu surtout pour ses spécimens de dinosaures, vous remarquerez la housse en plastique qui protège le téléphone de la poussière, des indications un peu frustes à l'intention du visiteur curieux, et surtout, sur une porte non visible dans l'image principale, la description de l'étape du processus scientifique que l'on peut visionner, avec une incitation de poser des questions. Et il y a un petit jeu de mots, MOR, c'est le sigle du Museum of the Rockies, Musée des montagnes rocheuses, mais c'est un jeu de mots avec more, M-O-R-E, plus en anglais. En nous incitant à observer des fouilles, dans ce cas fictives, à constater la sophistication de leurs instruments de travail et à les écouter, les archéologues nous invitent à prendre acte des dimensions scientifiques de leur pratique et de la complexité de leur métier, qu'ils érigent ainsi en discipline. Nous sommes, disent-ils en effet, davantage que nos objets. La manière d'exposer les objets dans les musées d'archéologie est aussi révélatrice de la tendance des archéologues à prendre leur distance avec les objets. J'y reviendrai, mais pour l'instant, j'aimerais prendre du recul pour réfléchir d'une façon plus générale et historique sur les rapports entre objets, collecte et archéologie.
On peut détecter dans les installations consacrées aux procédures de l'archéologie un autre sens, une sorte de concession à l'éloignement, et je cite, progressif entre les musées et la recherche archéologique. Fin de citation. Je cite ici Michel Collardel, d'abord archéologue avant de devenir directeur de plusieurs musées d'ethnographie. Cette idée que, toujours au terme de Collardel, et je cite, l'archéologie des objets a laissé la place à une archéologie des sites et des territoires, privilégiant l'étude des contextes et des structures, fin de citation, fait consensus dans l'histoire de l'archéologie. En même temps, les musées, poursuit-il, je cite encore, sont sommés par les politiques de devenir avant tout des agents de développement économique, voire des centres de profit. Fin de citation. Et dans ce contexte, la recherche peut y devenir superflue. L'article de Michel Collardel date de 2011, après un colloque de 2007, mais la situation qu'il évoque n'est pas nouvelle. Elle remonte au moins jusqu'aux années 1960, époque où naît la soi-disant New Archaeology, connue aussi sur la désignation archéologie processualiste, dont la préoccupation majeure était l'évolution des pratiques culturelles et sociales de grands ensembles, marquée, selon Jean Guillaine, je cite, par le développement des grandes fouilles d'habitat et de nécropoles, par la notion d'évolution interne, une recherche encadrée par des approches environnementales toujours plus précises. Fin de citation. Si ce courant cédera la place dès les années 1980 à une archéologie dite forcément post-processualiste, fortement marquée par des idées post-structuralistes, cette dernière aura plutôt tendance à renforcer la place secondaire des objets dans la discipline. En effet, l'archéologie post-processualiste se préoccupe principalement de la subjectivité de l'archéologue et de l'aspect herméneutique des conclusions scientifiques en archéologie. L'objet, qui dans l'archéologie processualiste disparaissait derrière les pratiques socio-culturelles qui signifiaient, joue un rôle secondaire dans l'archéologie post-processualiste qui s'intéresse davantage à déconstruire l'attribution de signification. On pourrait visualiser ce point en mettant en comparaison deux types d'expositions, une reconstitution traditionnelle d'une cuisine romaine, il est vrai assez sommaire, à gauche, à Strasbourg, et une installation plus différenciée à droite à Marseille. Si la disposition des objets à Marseille suscite un regard plus attentionné, s'inscrivant ainsi dans une réflexion soutenue sur le savoir archéologique, dans les deux cas, les objets sont assujettis à un récit concernant des pratiques sociales et culturelles. L'objet ne sert qu'à saisir une société ou un champ de savoir dans sa totalité. Les signes de leur assujettissement à ces récits sont différentes, soit manque d'informations dans le cas de Strasbourg, soit vaste champ chronologique à Marseille, mais elles sont également efficaces. Cependant, le malaise de l'archéologue devant la collection remonte même plus loin. Rappelons que la transition de l'antiquarisme à l'archéologie s'amorce, selon Alain Schnapp, au début du XIXe siècle, avec non pas l'invention mais l'appui scientifique de la théorie d'époque technologique. Cet appui prend la forme d'artefacts archéologiques bien ordonnés en série dans un musée construit sur la succession pierre-bronze-fer par son inventeur, le Danois Christian Jørgensen Thomsen. L'élaboration de la chronologie de la préhistoire découlait certes de l'accumulation de collections importantes en provenance de fouilles menées par Thomsen et autres. Pourtant, ces collections servaient surtout à constituer des ensembles. Pour citer encore une fois Alain Schnapp, un peu déconcertant puisqu'il est juste devant moi, en passant de l'analyse de l'objet singulier à celle des ensembles, Thomsen invente la méthode combinatoire
qui lui permet, en s'appuyant sur des groupes de plus en plus larges, d'arriver à une chronologie générale. Fin de citation. Je n'ai pas réussi à trouver des images du Musée national du Danemark à l'époque de sa création, mais cette photo des années 1880 vous donnera un aperçu de l'ordonnancement d'une collection organisée dans cet esprit. Il est vrai que Thomson venait d'une tradition antiquaire, mais il était aussi militant de l'archéologie du terrain. Un de ses disciples, devenu par la suite professeur d'archéologie à l'université de Copenhague, Jens Jacob Vorsey, qui a fait une brève apparition dans la communication de Johanna Martin, a diffusé par des œuvres de vulgarisation l'idée de la haute antiquité de l'homme. Il a de plus réussi à attirer l'intérêt du grand public pour les fouilles désormais appréhendées comme porteuses d'informations non textuelles. L'évolution technique deviendra, avec la typologie et la stratigraphie, un des fondements de l'archéologie scientifique. Face à l'immense et disparate savoir des antiquaires, pour citer une fois de plus Alain Schnapp, l'archéologue s'est fondé sur un modèle unitariste. Elle a voulu s'affirmer comme une science unifiée qui permette d'organiser les vestiges du passé en un système ordonné à travers des procédures de collecte et de classement vérifiables. Un même engouement pour l'archéologie, et notamment l'archéologie préhistorique, se répand en France à plus ou moins la même époque, grâce à l'intérêt qu'attirent les fouilles de l'Arté et de Boucher-de-Perthes, ainsi que celles initiées par Napoléon III à Alessia et l'inauguration du Musée des Antiquités nationales à Saint-Germain-en-Laye dans les années 1860. L'archéologie devient un passe-temps pour de nombreux amateurs, animés, selon Arnaud Hurel, que je cite, du sentiment que la préhistoire, ou plutôt la collecte de la belle pièce, est une science humaine accessible à tout un chacun. Fin de citation. Ce sont assurément des idées qui ont motivé, entre autres, Édouard Flouest. Cet engouement n'est pas pour plaire à tous les scientifiques. En 1888, le géologue et paléontologue Marcelin Boule s'exprime ainsi dans la revue Anthropologie, qui vous pouvez le lire à l'écran. Les fouilles pratiquées sur les points les plus intéressants ne servent trop souvent qu'à grossir les collections des amateurs d'antiquité. De vrais trésors d'observation se trouvent ainsi perdus pour la science et il est pénible de penser que le jour n'est pas éloigné où il ne restera plus rien de ces archives vénérables qui seules peuvent éclairer de quelques lueurs les secrets de notre primitive histoire. On trouve ici en écho bon nombre de cas présentés au fil des 3 journées de notre colloque, que ce soit Bobon Duverge qui propose à la vente des objets fouillés au Mexique sans provenance exacte, ou bien Émile Guimet qui constitue une partie de sa collection gallo-romaine en se servant des mêmes procédés, ou encore Posidonio da Silva, dont une partie importante des collections est simplement disparue. Sans parler de l'impact du marché de l'art, qui a tendance, malgré tous les efforts héroïques déployés par les vaillantes chercheuses et chercheurs que vous êtes, à effacer les traces antérieures de la vie des objets. Car le marché est, et Karl Marx n'est pas le seul à l'avoir constaté, un instrument puissant d'oubli. Et loin d'en être une conséquence accessoire ou fortuite, l'oubli est inhérent au fonctionnement même du marché. Mais je préfère ne pas trop m'attarder dans cette ligne de réflexion un peu mélancolique. Pour revenir à Marcelin Boule, ce texte nous rapproche de l'époque qui a dominé nos débats pendant ce colloque et que j'ai délibérément évité jusqu'ici dans ma propre intervention. Car dans l'histoire de l'archéologie, la fin du 19e et début du 20e marque, sinon un divorce,
du moins une différenciation plus importante entre l'antiquarisme et l'archéologie scientifique. Toutefois, notre belle et intelligente exposition qui a eu lieu cet été au Centre Pompidou sur la préhistoire et l'art moderne suffit à nous rappeler que tous les objets provenant de fouilles, et pas seulement ceux rattachés aux autres civilisations, peuvent ainsi susciter des regards aussi bien esthétisants que scientifiques, et que l'un n'exclut pas forcément l'autre. Pour résumer, l'émergence de l'archéologie en tant que discipline a eu des effets ambigus sur les musées et entités de collections archéologiques. Le musée, pour Michel Collardel, lieu de légitimité profondément ancrée dans la tradition démocratique, peut servir une fonction didactique et vulgarisatrice, permettant au public de prendre connaissance des techniques et des résultats de la recherche. Les musées de sites sont particulièrement aptes à montrer comment les méthodes d'excavation amènent non seulement à l'accumulation d'objets, mais à des conclusions scientifiques, comme ici à l'abri Pateau, abri de chasseurs de rennes de la Paléolithique supérieure aux Aisies, découverte au XIXe siècle, mais fouillée entre 1953 et 1964. On y voit d'abord les strates, avec des indications de très près. Ensuite, dans une salle avoisinante, les trouvailles organisées par thème et disposées de façon très technique, avec nombre de graphiques et de diagrammes en camembert. Le tout est exposé dès l'entrée sous le signe des fouilles. On lit une fantastique lieu d'investigation et d'interrogation, sans doute à l'intention des scouts en randonnée, dont on espère réveiller les vocations d'archéologues. Mais le legs de la tradition antiquaire n'a pas pour autant disparu, même dans un musée voué à la présentation scientifique de la préhistoire, dans l'un des hauts lieux de son élaboration comme branche de l'archéologie et du savoir. Si la vitrine typique du Musée national de préhistoire ressemble à celle-ci, avec chaque rangée étiquetée selon l'époque, on procède ici de droite à gauche du proto-aurignacien à l'aurignacien récent, on trouve parfois des expos plus spectaculaires, des reconstitutions de parures par exemple, ou l'exposition sobre de l'art pariétal. Occupant un point médian entre ces deux registres d'exposition, les vitrines enfouies au ras du sol donnent à voir certains aspects des fouilles, soit de restes véritables, soigneusement numérotés, soit des moulages d'aires significatives. Nonobstant les dimensions modestes de ces installations, elles ont joué un rôle prépondérant dans l'architecture de l'espace muséal, car elles ont nécessité une dénivellation importante quasiment tout le long de l'étage supérieur du musée. Vous aurez sûrement remarqué les noms d'archéologues. La multiplicité de modes d'exposition n'est certes pas le propre des musées d'archéologie. Ce qui est frappant, c'est la différenciation au sein d'une même institution entre les installations du type archéologique contextuel et du type beaux-arts. Prenons l'exemple du Museum of Fine Arts de Boston, musée donc des beaux-arts, connu pour ses collections de peintures et sculptures, et aussi pour une des collections les plus importantes d'antiquité gréco-romaine hors de l'Europe. Dans les salles de peinture et de sculpture, les œuvres sont bien distribuées, le visiteur peut les contempler une par une, et les informations sont restreintes, discrètes, pour ne pas déplaire à ceux qui les trouvent distrayantes. Même le panneau d'orientation de cette salle parle presque exclusivement des arts, sans essayer de reconstituer le monde de l'époque, à part une référence très générale aux Lumières. Par contre,
L'installation des vases grecs du même musée est très dense et les textes explicatifs omniprésents. De toute évidence, les conservateurs admirent ces objets en tant qu'œuvres d'art. Les vases sont bien éclairés et disposés avec goût. Mais ils sont là à la fois pour notre plaisir esthétique et notre édification, pour nous aider à comprendre la société dont elles sont originaires. Ils sont accompagnés d'objets de deuxième ordre du point de vue esthétique. Je les aime bien, mais ce ne sont pas des vases. Tels ces poids de métier à tisser, qui n'ont clairement qu'une fonction didactique. La galerie de sculptures romaines du même musée est certes plus aérée, mais même là, certaines sculptures sont assorties d'explications contextuelles, et au moment de ma visite il y a quelques mois, ces salles n'avaient pas encore subi les travaux de rénovation dont les salles d'art grec avaient bénéficié. On trouve la même juxtaposition de modes d'installation, d'un côté pléthorique et contextuel, de l'autre plus austère, dans les salles du département des antiquités orientales du Louvre. Les choix muséologiques nous interpellent dans le sens où il serait très difficile d'imaginer un visiteur, à part les spécialistes, qui s'attarderait devant chacun des objets de cette vitrine, ou même de celle-ci un peu moins remplie. De même, on ne peut imaginer que le Louvre, dont les possibilités d'innovation muséologique sont restreintes, nous présente une scène de fouilles reconstituée. Pourrions-nous hasarder le postulat que ces vitrines pléthoriques seraient comme cet inconscient archéologique de l'institution, lui permettant de signifier les richesses, mais aussi les complexités des fouilles? Pour conclure, quels sont les défis pour l'avenir et comment y faire face en utilisant les atouts qui sont les qualités de ces objets et l'intérêt manifeste du public? Je signale en premier lieu une tendance récente qui consiste à évoquer l'histoire de l'institution et au-delà du champ de savoir de l'archéologie, comme dans les salles gallo-romaines du MAN à Saint-Germain-en-Laye, après une rénovation partielle survenue en 2012. On y trouve des panneaux illustrés ainsi que des vitrines où les objets sont disposés comme à l'ancienne, avec même des cartels d'époque. De tels efforts permettent au musée de sortir des dépôts des objets qui cadrent mal avec leur mission actuelle, en ajoutant une dimension jusque-là inédite à la notion de l'épaisseur du temps. Réalisation semblable au Louvre lors d'une exposition de 2018-19 dans la Petite Galerie, espace créé récemment pour des expositions à vocation éducative. Le Louvre a profité de cette expo, l'archéologie en bulle, censée faire dialoguer l'archéologie et la bande dessinée, pour évoquer certains personnages et moments clés de l'histoire de la discipline, et en même temps pour exposer les méthodes et outils des archéologues, notamment la stratigraphie, une installation que j'ai trouvée aussi belle qu'instructive, sans omettre les journaux, relevés et carnets, modestes mais indispensables à l'œuvre de l'archéologie. Dernier exemple, qui devra vous intéresser particulièrement car il s'agit de montrer les collectionneurs. Là, le musée Allard Pearson à Amsterdam a aménagé ce qu'ils appellent un Cabinet of Collectors. S'y trouvent en effet quelques vitrines, des meubles que les Britanniques appellent parfois cabinets, avec des photos des donateurs du musée à côté d'objets provenant de leur collection et quelques explications de leurs activités et goûts. L'espace est étroit, mais astucieusement configuré, avec de la place pour des vidéos et autres informations. Toutes ces approches sont prometteuses dans la mesure où elles rompent avec la dichotomie art-archéologie, regard esthétisé, compréhension contextuelle, ou mieux, s'évertuent à les fusionner. Il se peut aussi que ces initiatives trouvent une réponse positive du côté des archéologues,
dont la conception d'objets, ou plus précisément des choses, évolue et va continuer à évoluer. Un livre de 4 universitaires, un Britannique, un Norvégien et 2 Américains, publié en 2012, insiste sur l'irréductibilité des choses pour la discipline d'archéologie. Il refuse de considérer les choses comme uniquement porteuses d'informations sur le passé ou comme noyées dans un tissu de signification. Pour ces auteurs, l'archéologie s'est construite comme, et c'est leur phrase, une écologie de pratique entièrement tournée vers les choses, et cela constitue une de ses forces principales. Les auteurs affirment même l'obligation déontologique de l'archéologie de s'occuper de ces choses constitutives, de leur prodiguer des soins. Les musées se doivent de relever ce défi, que je poserai comme cela. Comment participer à cet effort en permettant aux objets dont ils ont la charge d'animer ce dialogue entre les archéologues de terrain, les conservateurs, les chercheurs et, dans la mesure du possible, le grand public. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette belle conférence qui, je pense, nous ouvre beaucoup de pistes et fait un lien avec nos musées présents et qui est une façon parfaite de conclure nos 3 journées. Donc je crois qu'il ne me reste plus qu'à encore une fois remercier tout le monde, les intervenants, les invités, le public. Et merci d'être restés si nombreux jusqu'à cette heure tardive d'un samedi, d'un long week-end. Et donc, je vous dis à bientôt, j'espère, en espérant donc que beaucoup de nouveaux contacts, de réseaux se seront faits pendant ces 3 jours. Voilà.